Donc, je pense qu'on va démarrer lentement. Je me présente, je suis Stéphanie Hood, je suis professionnelle de recherche à l'Observatoire des profilages. C'est Soulé Tomkinson qui devait faire l'animation, mais j'ai l'impression qu'elle a des petits problèmes techniques présentement. J'imagine qu'elle prendra le relais quand elle va réussir à se joindre à nous. On a 4 conférenciers et conférencières aujourd'hui. On va débuter avec Patrick Goma-Magnongui, qui est étudiant au doctorat en sciences politiques à l'Université Laval. Patrick est passionné de hip-hop, d'histoire et de politique publique. Il s'intéresse à la construction sociale des populations cibles des politiques à caractère répressif. Son focus de recherche porte sur les politiques publiques de lutte contre les gangs de rue et leurs liens avec le milieu hip-hop au Québec. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule À la racine du profilage racial, les politiques publiques de lutte contre les gangs de rue. Alors, Patrick, je te passe la parole. Merci Stéphanie. Je pense que là, vous pouvez me voir et un peu m'entendre. C'est correct, tout le monde m'entend? Super. Merci Oui, Stéphanie. ton son est pas très fort, mais on t'entend. Bon, est-ce que là, c'est fort? C'est parfait. Super, merci beaucoup. Bon, je vais passer la page des titres, excusez-moi, pour directement plonger au niveau du plan de ma présentation. Je crois que ça va être la présentation la plus courte aujourd'hui parce qu'elle s'articule autour de 3 points. Donc, je vais faire un rappel de la définition du profilage racial. On va parler des causes et ensuite on va regarder quelques petits exemples de construction sociale de membres de gangs de rue et ensuite il y aura la conclusion. Alors, lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le profilage racial? On voit que la CDPDJ en 2022 a donné une définition qui est, lorsqu'on regarde cette définition, elle est claire, elle est plutôt longue à dire. Et donc, moi, je ne vais pas vous faire toute la lecture. Ce que je me suis arrangé à faire, c'est de vraiment mettre en gras certains mots et expressions clés qu'on peut retrouver dans la question du profilage racial. Mais on voit que, par exemple, ça prend un besoin de sécurité, ça prend des personnes en situation d'autorité, ça prend des populations cibles et enfin un traitement, comme on dit, différentiel. La mesure de sécurité ou une mesure adoptée peut être justement appliquée de façon disproportionnée, comme on peut le voir, mais ce sont ces 4 ingrédients-là qui vont faire qu'il va y avoir du profilage, et particulièrement du profilage racial, surtout lorsqu'on regarde les questions de race, de couleur, d'origine ethnique, nationale ou religieuse. Maintenant qu'on s'est dit ça, on peut se poser la deuxième question. Deuxième question qui est de savoir, c'est quoi les causes? Pourquoi le profilage racial? Eh bien, il y a 2 causes qui ont été identifiées en matière de recherche. La première, c'est les préjugés sur la race, sur l'ethnie, la culture et la religion. Et la deuxième, c'est les politiques publiques orientées vers la répression des incivilités et la lutte au gang de rue. Donc, lorsqu'on se dit ça, je peux vous dire déjà en faisant une annonce un peu en avance, pour dire que ma présentation va s'articuler justement autour de ce deuxième point-là. Mais avant, on va faire un peu une petite perspective, là, une petite rétrospective de la question des préjugés sur la race, euh, l'ethnie, la culture et la religion. Lorsqu'on regarde cet aspect-là des causes du profilage racial, on voit que ça s'explique parce que les policiers traitent différemment les personnes racisées, parce qu'ils les perçoivent à travers une grille de lecture qui est stéréotypée ou carrément raciste de la réalité. Les préjugés sur la race, l'ethnie, la culture et la religion sont une réalité qui est bien comprise parce que de plus en plus, des institutions font recours aux formations de la CDPDJ et ils font recours aussi aux pratiques d'équité, de diversité et inclusion. Maintenant, ici, on peut se permettre de faire un peu d'historique concernant la sécurité publique au Canada durant la période des années 90 à 2000. On voit que c'est une approche Bracken Window qui a été importée des États-Unis, qui prône une approche proactive de la police. C'est-à-dire que
un policier va contrôler ou interpeller une personne pas sur la base d'une infraction. On ne surprend pas le flagrant délit, mais plutôt on soupçonne que quelqu'un va commettre quelque chose de mal. Comme on dit ici, le policier interpelle sur la base d'un soupçon mal défini. On interpelle les gens pour savoir s'ils font quelque chose de mal. S'il y a des personnes qui sont accros des réseaux sociaux, il y a une chaîne Facebook qui montre souvent des cas d'interpellation où parfois on entend des policiers pour dire qui interpellent des personnes pour dire vous ne fumez pas de drogue, hein, ça va, tout va bien. Ce qui montre justement cet exemple-là. Et il y avait aussi l'exemple un peu plus proche de nous au niveau du Québec avec l'histoire des punks au niveau du carré du. Alors maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet et discuter maintenant des politiques publiques orientées vers la répression des incivilités et la lutte aux gangs. Lorsqu'on va parler de ces politiques publiques-là, moi, je me suis proposé de discuter de cette théorie en politique publique qui a été importée de la sociologie des problèmes sociaux, qui s'appelle la construction sociale des populations cibles, qui a été apportée dans la recherche par Anne Marason-Schneider et Hélène Ingram. Et elles définissent la construction sociale des populations cibles comme étant le langage qu'on utilise pour parler d'une population en fonction de l'image qu'elle renvoie. Cette image peut être positive ou négative, elle peut soulever des émotions positives ou soulever des émotions négatives. Et donc, grâce à la construction sociale des populations cibles, on peut comprendre comment, en fonction de la manière dont il est construit, un groupe va recevoir des récompenses et d'autres groupes vont recevoir des fardeaux. Pour simplifier un peu la chose, on peut dire aussi que la construction sociale, c'est la réputation qu'a une personne. C'est aussi comment on parle de cette personne ou de ces personnes dans les lieux publics. Ensuite, on peut regarder aussi cette théorie-là, mais cette fois-ci, celle-ci, elle est issue de la sociologie qui concerne la panique morale. La panique morale, justement, reprend quelques termes de la construction sociale des populations cibles, c'est-à-dire comment les gens vont parler de groupes cibles qui sont identifiés comme des menaces. Et moi, je me suis particulièrement appesanti sur la façon dont God et Ben Yehuda en parlent. Cette fois-ci, il regarde au niveau des différents acteurs que vous voyez sur la droite, donc les médias de masse, les publics, les entrepreneurs de morale, les agents de contrôle social, les claims makers et les Volkswagen, donc ce sont les populations cibles qui sont suspectées ou accusées de commettre des actes qui vont à l'encontre des règles de la société. Et Godeben Yehuda présente justement le travail de construction qui est fait, les constructions des parties de l'Union et les constructions justement des forces de ville qui viennent un peu se chevaucher ou sinon entrer dans une espèce de conflit. Alors, maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, donc on voit que la construction sociale et la panique morale vont s'alimenter un petit peu parce que les paniques morales vont un peu mobiliser, pas un peu seulement, mais beaucoup, vont mobiliser beaucoup de constructions sociales, surtout lorsqu'il faut parler de groupes type marginalisés ou qui sont vus comme étant des outsiders, pour reprendre les termes de Becker. Et donc, maintenant qu'on s'est dit ça, je peux vous emmener dans le troisième point et l'avant-dernier point de cette présentation, qui va parler des différentes constructions sociales, surtout sur la question des gangs de rue. Alors, ici, on a des exemples de construction sociale des membres de gangs de rue. C'est-à-dire, on se pose la question, bon, c'est qui un membre de gang là? Quels sont les genres de personnes qui entrent dans les gangs de rue? On vous dit, c'est des personnes jeunes qui sont violents, qui n'ont pas un très bon niveau d'éducation, qui sont au chômage. Ce sont des hommes, tranche d'âge entre 16 ans et 22 ans, qui viennent de milieux défavorisés et qui appartiennent à
des minorités ethniques. On retrouve ça justement dans un document qui s'intitule Penny Macon, qui avait été rapporté au service de police de la communauté urbaine de Montréal en 1996. Une année plus tard, on retrouve à peu près les mêmes similitudes dans une définition des gangs de rue, et pour dire que ben, ces gangs de rue-là sont majoritairement, les personnes qui viennent dans les gangs de rue sont majoritairement issues des minorités culturelles plus récemment immigrées au niveau du Québec. Donc, ça fait que on retrouve particulièrement les personnes noires, les personnes latinos et beaucoup d'autres minorités ethniques qui viennent, par exemple, du Moyen-Orient. Ensuite, il y a des indicateurs d'appartenance à un gang de rue. Et donc, on va dire, comment on sait que quelqu'un appartient à un gang de rue? On va dire, il suffit de le regarder, d'après ce que montre le service canadien, le service québécois de renseignement criminel. Et on voit d'abord, on dit, c'est bling bling les véhicules de luxe. On donne même les marques de véhicules. Ça peut être une BMW, le Mercedes, le Hammer. Ça peut être la manière de s'habiller. Si on aime des vêtements de type Nike, Reebok, on va attirer une certaine attention. On voit que, on dira que certains membres de gang préféreront aller magasiner chez Reebok, d'autres iront magasiner chez Nike, d'autres iront magasiner chez Adidas. On dit aussi qu'il faut regarder les tatouages, il faut regarder aussi les couleurs des vêtements et des bandanas. Bon, c'est dommage parce que j'ai pas pu retrouver mon bandana il y a quelques minutes. Je voulais vous en montrer un, je voulais le porter, mais on peut par exemple dire que je suis habillé aujourd'hui avec les couleurs de ce qu'on appelle les Blues, euh, un gang qui est très connu au niveau des Américains. Et donc, peut-être que moi, en me promenant dans la rue, dans certains endroits, je pourrais activer, activer attirer une certaine attention. Et donc, en conclusion, on voit que le profilage racial est produit par de nombreuses constructions sociales qui sont contenues dans des politiques publiques et des discours qui sont justement pleins de panique morale. On voit justement que et les politiques publiques et les discours vont s'alimenter, ce qui va très souvent accentuer la manière dont les personnes vont exécuter leurs tâches. On a vu tout à l'heure au niveau de la définition qu'on va faire une application parfois disproportionnée de certaines mesures contenues dans les politiques publiques. Et donc, là, ma présentation, elle est finie, mais on peut se poser la question. C'est une construction, ce sont des constructions sociales, la manière dont on parle de certains groupes cibles de politique publique. Et la question qu'on se pose, c'est celle de savoir quels sont les impacts, donc des résultats à long terme de ces constructions sociales et des pratiques de profilage qui en résultent sur leur population cible. Alors, aujourd'hui, on va entendre parler de 3 populations cibles, à savoir les jeunes de 14 ans et plus, les populations autochtones et les militants qui s'engagent au sein de mouvements animalistes. Et donc, tout en terminant ma présentation, je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Je me joins à vous un peu en retard. J'avais un problème technique et c'est pour ça qu'en fait, Stéphanie a pris la relais. Je m'appelle Shula Tompkinson. Je suis professeure agrégée en sciences politiques au département de sciences politiques de l'Université Laval et je suis également membre chercheur de l'Observatoire. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais remercier à Patrick pour sa présentation qui met en contexte ce qu'on va écouter pendant les 3 prochaines présentations. Il nous a bien présenté en fait l'impact des stéréotypes et parfois des préjudices
qui sont extrêmement prévalentes dans l'élaboration de politiques publiques et qui ont des impacts ensuite dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais également leurs impacts, leurs conséquences, leurs effets sur les populations qui sont visées par ces stéréotypes. On va continuer avec la présentation de Dominique Golin, qui est étudiante au doctorat en travail social à l'Université de Montréal. Sa thèse porte sur les expériences des Inuits dans les domaines de phénomènes dits psychotiques et du rétablissement. Elle est également travailleuse sociale au Nunavik dans le domaine de la santé mentale et de la prévention du suicide. Ses intérêts de recherche portent sur les questions de santé mentale en contexte transculturel et postcolonial, la recherche participative, ainsi que sur les notions de racisme et d'injustice épistémique, directement en lien avec le titre de notre webinaire aujourd'hui. Sa présentation s'intitule « Appréhender les conceptualisations plurielles des phénomènes dits psychotiques chez les Nunavummiut, regard croisé sur les expériences et les réalités structurelles, historiques et politiques qui influencent les phénomènes au Nunavik ». Bien entendu, Dominique. Bonjour, je vais mettre mon écran. Diaporama. Donc, bonjour, bien contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mes résultats de doctorat. Je vous en parlerai plus tard, je vais me concentrer sur certains résultats, pas tous les résultats. Mais bref, pour faire un peu suite sur les propos de mon collègue et de mes autres collègues par rapport aux injustices épistémiques et à la colonisation finalement qui continue de prendre sa place dans le domaine de la santé mentale via des pratiques peut-être un peu plus insidieuses qu'on va regarder aujourd'hui et qui impactent finalement le bien-être des communautés inuites. Donc, tout d'abord, je tiens seulement à remercier mes partenaires, les gens qui ont participé à cette recherche, qui ont accepté de me partager leur savoir, puis aussi qui me soutiennent dans mon parcours, puisque sans eux, je n'aurais pas de résultats à vous présenter aujourd'hui. Donc, Nakurmik Marialouk au Nunavimmiut, merci à tous mes collaborateurs, donc à Taotikut, le Fonds de recherche et l'Observatoire des profilages, bien sûr, qui me permet aujourd'hui de présenter mes résultats. Donc, pour vous mettre en contexte rapidement, donc mon projet est au Nunavik. Donc, le Nunavik, c'est le territoire des Nunavimmiut. Donc, les Inuits, c'est au nord du 55e parallèle. Donc, c'est accessible seulement en avion ou en bateau. Donc, les gens voyagent généralement en avion. On parle d'environ entre 13 000 et 14 000 Nunavimmiut, répartis sur la côte de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava. Donc, vous pouvez le voir sur la carte, c'est 14 villages dispersés de manière très égale. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec la colonisation. Donc, quand on a voulu occuper le territoire, donc on parle de plusieurs décennies, à partir des années 50 environ, puis avec la guerre froide, on a voulu occuper le territoire. On a voulu également, en même temps, je mets ça en gros guillemets, là, mais civiliser les Inuits. Donc, on disait dans ce temps-là, tuer l'Indien, sauver la personne. Donc, on a mis en place des mesures de colonisation qui étaient très rapides et très violentes. Donc, vous les connaissez en partie. On va parler des pensionnats autochtones, de la rafle des années 60, où plusieurs enfants ont été placés en famille d'accueil à l'autochtone, ce qui se fait encore aujourd'hui quand même. La tuerie des chiens, les placements en sanatorium avec la tuberculose. Donc, bref, plusieurs mesures qui ont été très violentes et qui ont affaibli les liens culturels dans les communautés. Je dis bien affaibli et pas détruit, donc affaibli et causé plusieurs traumatismes. Donc, on parle aujourd'hui de traumatismes historiques qui maintenant se transmettent de génération en génération, donc qui sont des traumatismes intergénérationnels, donc qui ont laissé leur marque sur les Inuits. Cela dit, c'est important de le souligner, les Inuits ont une culture qui est très vivante à ce jour, très dynamique, donc qui s'adapte. On peut le voir avec via les médias sociaux, hein, des jeunes surtout qui se sont beaucoup réappropriés ce médium-là, les chants de gorge, les pièces de théâtre, les romans, le carving, le dessin. Donc, c'est une culture qui est très vivante. La langue, elle est encore présente malgré la colonisation. Donc, on parle d'une grande force, d'une grande résistance chez ces populations-là.
Je trouve ça important de le souligner, puisqu'on parle beaucoup de leurs difficultés, des enjeux sociaux dans les communautés, mais il y a aussi des grandes forces qui sont présentes et qui doivent être mobilisées également. Donc, ma recherche, comme on l'a dit, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis travailleuse sociale, 8 ans plus précisément au Nunavik dans le domaine de la santé mentale. Donc, mon doctorat est ancré dans mon expérience où j'ai constaté que les services ne répondaient pas, ou sinon très peu, aux besoins des Nunavummiut, étaient ancrés dans un paradigme biomédical, donc où on médicamentait beaucoup la souffrance, où il y avait beaucoup de diagnostics de schizophrénie ou de psychose, donc qui apparaissaient dans le dossier des usagers. Puis que finalement, ce que disaient les Inuits dans les conversations, c'est que les services, finalement, ne répondaient pas à leurs besoins. Puis en même temps, c'était difficile un peu de cerner les besoins dans le cadre de mon travail. Je manquais de temps, je manquais d'espace pour le faire, malgré qu'on soit techniquement dans la toundra, qu'on ait l'espace. Je manquais de temps et d'espace. Donc, j'ai décidé d'aller faire un doctorat afin de mieux comprendre finalement les conceptualisations des phénomènes psychotiques. Le mot phénomène est important parce que je voulais vraiment avoir une compréhension large de ce que c'est que d'entendre des voix ou de voir des personnes qui ne sont pas là dans la pièce ou des esprits. Donc, je voulais pouvoir comprendre réellement comment les Inuits comprennent ces phénomènes-là. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas de psychose, que je ne parle pas de schizophrénie, mais bien de phénomènes, pour que ce soit une compréhension plus large qui englobe finalement les expériences qui sont souffrantes, mais aussi les expériences qui sont considérées non souffrantes et normales, entre guillemets. Parce que c'était ça un peu que j'essayais d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est considéré anormal, puis pourquoi, en fait. Puis aussi, il y avait toute la question de c'est quoi un suivi thérapeutique? Donc aujourd'hui, je ne l'aborderai pas tellement, là, cette notion-là de rétablissement puis de suivi thérapeutique, mais c'est important de savoir, de comprendre justement ces conceptualisations-là pour pouvoir offrir après des services qui soient culturellement, pas juste sécuritaires, mais pertinents aussi. Donc, puis moi, ce que je voyais, c'était que les suivis que j'offrais, si je respectais ce qui était demandé seulement par mon institution, par exemple, ou ce qu'on est habitué de faire au Sud, bien, répondaient pas aux besoins des Inuits. Puis enfin, mon doctorat aussi, je l'ai fait parce que ce que je constatais, c'est que la littérature dans ce domaine-là est assez datée et ancrée beaucoup plus dans la psychiatrie, même si elle est transculturelle, ça reste que c'est des personnes parfois qui peuvent avoir des billets, parce qu'on a tous des billets dus à leur profession. Donc, parfois, on avait peut-être essayé de recréer des catégories psychiatriques au Nord, par exemple. C'est ce que j'ai essayé de faire peut-être au début, des fois, dans mon doctorat, on regardera ensemble, mais par exemple, de comment vous dites dépression, comment vous dites anxiété, comment vous dites ça, alors qu'après, quand on demande aux Inuits, est-ce que c'est ça que vous utilisez à la maison, dans la communauté? Ah ben non, ça, on utilise ça à l'hôpital ou quand on parle à des Blancs. Donc, c'est un peu d'aller finalement dire, qu'est-ce que vous dites d'abord? Comment vous le conceptualisez? Comment vous le comprenez? Donc, au niveau du contexte des services en santé mentale au Nunavik, chaque communauté habite un centre local de santé et de services sociaux. Donc, dans les plus petites communautés, il n'y a pas de médecin. Donc, il va y avoir des infirmières, des travailleurs sociaux, des travailleurs communautaires. Puis, dans les plus grandes communautés, il va y avoir des médecins, particulièrement à Purnituk et Kuujjuaq, qui sont les 2 centres principaux, et où on peut hospitaliser les gens, par exemple, pour des plus longues durées. Pour les services plus spécialisés qu'on appelle, les gens vont être transférés en avion à Montréal. C'est important de souligner que quand on est dans un contexte de santé mentale, les gens sont la plupart du temps transférés, contentionnés, physiquement et chimiquement, parce que c'est rare qu'ils vont collaborer au transfert. Souvent, ils ne veulent pas quitter la communauté, ils sont fâchés, ils sont en détresse. Puis, donc, ils sont contentionnés physiquement et chimiquement, ce qui peut raviver plusieurs traumas dans le contexte du transfert. Puis aussi, il y a des travailleurs communautaires qui sont présents, mais qui occupent souvent qui n'ont pas les mêmes titres, par exemple, que les travailleurs sociaux. Donc, ils vont avoir moins de droits, moins de place dans l'intervention, moins de place dans les décisions. C'est pas eux non plus qui vont être en contact avec les médecins ou les psychiatres une fois la personne au Sud. Là, ça va être le personnel souvent allochtone. Donc voilà, mais il reste que c'est important de savoir qu'il existe tout de même des services communautaires dans la communauté qu'on voit et qu'on ne voit pas. Par exemple, certains services vont prendre place à l'église, au centre je ne sais pas comment dire en français, sewing center, au centre de couture.
Donc, il existe beaucoup de services informels qu'on ne voit pas nécessairement, mais ils existent et c'est important de le souligner. À ce jour, bon, on a très peu d'Inuits en position clinique, comme je le disais, parce que ça requiert d'être sous des ordres professionnels et d'avoir complété des études qui sont seulement accessibles au sud. On voit de plus en plus d'initiatives pour former les Inuits au nord, mais ça reste que c'est très complexe souvent. Ça demande un accès à Internet qui n'est pas toujours génial. Ça demande aussi quand même certains voyages au sud, ce qui est très difficile parce que c'est des personnes qui sont très attachées à la famille, attachées à leur communauté, attachées à leur territoire, et que venir au sud, venir à Montréal pour des études ou à Laval ou à Saint-Jérôme, ben c'est très confrontant, c'est dans une autre langue, avec des gens qui ne connaissent pas. Donc, bref, très, très peu d'Inuits qui ont les reconnaissances au niveau professionnel pour pouvoir occuper des postes clés au sein des institutions. Ce qui fait que leurs savoirs sont très peu partagés au sein des services en santé mentale, sont très peu pris en considération puisqu'ils n'occupent pas non plus les postes clés de décision et de création de services. Donc, ça, c'est idem pour le monde universitaire et de la recherche où on retrouve très peu d'Inuits puisque ça demande, c'est quand même plusieurs couches de privilèges, pouvoir être assis ici à présenter, assister à des cours universitaires, enseigner, tout ça. Donc, il faut avoir l'esprit libre déjà. Donc, on ne peut pas être toujours en train de se battre contre nos traumas, contre les adversités de la vie. Donc, ça fait qu'ils ont peu accès finalement à ce monde-là. Donc, leur savoir reste souvent marginalisé. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous présenter des résultats de mon doctorat. Je vais me concentrer surtout sur les aspects au niveau ontologique et épistémologique, donc au niveau de la manière de comprendre, de la manière d'expliquer ce que c'est que les phénomènes psychotiques. Puis, dans le fond, surtout aborder les tensions qui peuvent exister au sein des services pour mieux comprendre c'est quoi les défis et les enjeux. Donc, un des premiers thèmes, c'est les défis d'interprétation dans un contexte interculturel et colonial. Donc, ça semblait important d'aborder ça, même si ça peut sembler une limite. Moi, je l'ai mis comme un résultat parce que c'est important d'aborder. C'est une limite oui, c'est une limite, mais c'est non négligeable dans le contexte d'une recherche en contexte autochtone. Au début, quand j'ai commencé, j'étais toute contente quand je présentais, je disais comment vous décrivez quelqu'un qui entend quelqu'un qui n'est pas là ou qui voit quelqu'un qui n'est pas là? Puis rapidement, on me disait tu veux dire la schizophrénie, hein? Puis d'emblée, j'aurais dit oui, fait que oui, c'est ça, mais après, quand je demandais, puis j'essayais de les construire avec eux, est-ce que c'est ça que vous dites quand vous êtes dans la communauté ou chez vous? Ah non, c'est pas ça qu'on dit. Donc, un des premiers pièges qu'il fallait éviter, c'était de me complaire finalement dans mes conceptions à moi, puis mes catégories psychiatriques, qui finalement, ils les connaissent, les mots, et ils sont capables de trouver des ressemblances en inuktitut, mais c'est que ce ne sera pas juste, parce que ce n'est pas ce qu'ils vont utiliser après dans la communauté, ce n'est pas ce qui fait sens pour eux, ce qu'ils utilisent à la maison. Donc, ils vont utiliser ce langage-là à l'hôpital ou devant moi ou aux services sociaux, mais une fois dans la communauté, ce langage-là ne fait pas sens pour eux. Donc, c'est important, ça, d'être conscient de ça, puis d'être capable de le déconstruire dans nos rencontres aussi. Parce que comme disait justement une des participants, elle m'a dit, c'est la colonisation, ça a amené beaucoup de mots qu'on n'utilise pas. Vous avez un mot pour tout en santé mentale, pas nous. On n'a pas un mot pour tout. Hein? Parfois, un mot peut vouloir couvrir plusieurs choses, ça peut être une expression, ça peut être plusieurs phrases pour parler d'une situation, mais il n'y a pas nécessairement un mot pour tout. Donc, il a fallu que moi aussi, je déconstruise ce besoin-là dans mon doctorat. Puis, ça fait écho, ça, dans le fond, c'est des discours souvent quand même qui sont bien ancrés et internalisés. Hein? On l'a vu dans les études, les MAD Studies, ou même les gens qui réfutent les diagnostics psychiatriques, par exemple, vont se définir comme schizophrènes ou comme psychotiques, comme dépressifs, alors que dans d'autres contextes, ils vont réfuter ces diagnostics-là, puis ils disent, non, je ne suis pas ça, mais on finit par s'approprier ces mots-là, ces étiquettes-là, quand on se retrouve en contexte institutionnel, finalement.
Puis, ça fait aussi écho au propos de Frantz Fanon, qui s'est intéressé au lien entre la psychiatrie et la colonisation, qui parle de la névrose du colonisé ou de l'aliénation du colonisé, où les peuples colonisés intègrent souvent le langage du groupe dominant parce qu'ils sont écrasés, parce que le langage est omniprésent, puis aussi des fois parce qu'ils sont tannés de se battre, puis c'est plus simple. Hein? On s'attend toujours à ce que tout le monde se batte, mais à un moment donné, quand on fait face à plusieurs couches d'oppression, ça se peut qu'on ait besoin de prendre notre souffle de temps en temps, puis qu'on abdique sur certaines choses, dont le langage. Puis, une personne me disait, tu sais, d'habitude, c'est OK, puis on s'en fout un peu des visions. Peut-être que c'est bon, mais parfois, ça devient un peu épeurant, puis on va aller à l'hôpital pour avoir des services. On va aller à l'hôpital aux services sociaux parce qu'on a besoin de services, tu sais, on ne sait pas quoi faire, mais faut qu'on dise schizophrénie pour recevoir de l'aide. Si je parle des esprits, si je parle de... même si c'est des mauvais esprits, on va dire que je suis folle. Mais en même temps, les Inuits, on ne croit pas à ce mot-là. Donc, parfois, ils n'ont pas le choix eux-mêmes d'utiliser notre langage pour recevoir des services. Ensuite, un autre thème qui revenait, c'était laisser place à l'incertitude puis de placer l'individu au centre de son expérience. Donc, au fil de mes discussions, puis quand j'ai relu mes verbatim, j'ai constaté que la phrase « I don't know » revenait régulièrement. Au début, j'ai trouvé ça vraiment frustrant parce que j'étais comme, voyons, j'ai pas de résultat, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que ça m'a beaucoup questionnée, mais en retournant sur le terrain, en continuant mes analyses, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que « I don't know », c'est très riche de sens. Le « je ne sais pas », c'est pas une paresse intellectuelle, c'est pas de l'ignorance, c'est plutôt une posture épistémologique quant à ce qui est possible et impossible de savoir. Donc, c'est une manière d'appréhender le monde. Hein? Dans le fond, de savoir, est-ce que c'est nécessaire de tout savoir, de tout comprendre pour pouvoir aider la personne? Donc, ça ne renvoie pas à de l'ignorance, mais plutôt ça renvoie à l'expérience de la personne. Une personne disait justement, parfois, les gens, ils entendent des gens qui ne sont plus là maintenant. Puis c'est bon. On ne peut pas le savoir si c'est bon. Il y a juste eux qui le savent. Puis quelqu'un d'autre, par exemple, me disait, je ne sais pas, moi, je n'ai pas une expérience personnelle. Donc, le « je ne sais pas » revenait beaucoup parce qu'il n'y avait pas la nécessité nécessairement d'aller comprendre scientifiquement l'expérience des phénomènes psychotiques. Ce qui était plus intéressant pour eux, c'est de savoir est-ce que c'est souffrant ou non, dans le fond, puis à partir de là, comment qu'on aide la personne. Mais le pourquoi, du comment, puis d'expliquer, c'était pas nécessaire tout le temps. On n'avait pas besoin de comprendre exactement, de savoir, OK, il souffre de psychose ou il souffre d'une psychose toxique. On n'avait pas besoin de savoir tout pour finalement aider la personne. Donc, on replaçait vraiment l'individu au centre de son expérience. Puis, ça revient un peu à la troisième catégorie. Ce qu'il disait, c'est vrai s'ils les entendent. Donc, c'était vraiment l'expérience avant la maladie et la chronicité. Donc, on s'intéressait plus aux symptômes et à soulager, et soulager la personne que le diagnostic. Une mère me disait, moi, ça ne me dérange pas si elle n'a pas un diagnostic, comme vous dites, anxieux ou schizophrénie. D'habitude, elle va bien, mais peut-être à cause de ses mauvaises habitudes, là, elle va moins bien. C'est pas grave, je veux juste qu'elle aille mieux, en fait. Donc, il s'agit de s'intéresser à comment la personne va aujourd'hui plutôt que d'espérer un diagnostic précis. Hein? Même une autre personne disait « maintenant, il va bien. Maintenant, il va bien. Avant, c'était un peu plus difficile. Ça dépend du moment. Mais en ce moment, il y a une job sur le switch truck, puis il est heureux. » Puis une autre personne disait pour nous, c'est pas une mauvaise chose d'être connecté aux gens qui sont plus là. Même dans le passé, c'était une force d'avoir ça. Maintenant, avec la colonisation, il y en a qui pensent que c'est plus bon puis qu'il faut le cacher. Ce qui est important de voir, finalement, c'est que si la personne est OK, puis si elle ne fait pas de mal à sa famille. Donc, ça renvoie vraiment à une posture de qu'est-ce que la personne vit exactement. Puis les mots qu'ils utilisent pour en parler, on va parler par exemple de Tusaralik et Tukunaralik. C'est des mots qui décrivent une situation. Ce que ça veut dire, c'est
la personne qui entend des choses ou la personne qui voit des choses. Donc, ces mots-là vont être utilisés autant pour décrire un phénomène qui est normal, hein, je vois quelqu'un, j'entends quelqu'un, que pour décrire les personnes qui voient et qui entendent des gens qui sont plus là. Donc, il n'y a pas de mots précis associés au phénomène psychotique et aux gens qui peuvent avoir ce que nous, on appellerait des hallucinations auditives ou visuelles. Ça. Donc, pour terminer, c'est important quand on réfléchit aux enjeux de santé mentale en contexte colonial de savoir que la santé mentale a longtemps servi les intérêts coloniaux. Hein, de faire la différence entre le eux, entre le nous, entre ce qui est normal et ce qui est anormal. En Amérique du Nord, on sait que les diagnostics de schizophrénie, notamment, sont particulièrement beaucoup utilisés chez les populations afro-américaines et les populations autochtones. Et puis, c'est un diagnostic, justement, qui est sujet à plusieurs erreurs parce qu'on va souvent mélanger des normes culturelles avec des symptômes, puis particulièrement quand on tombe chez les populations autochtones où les symptômes de trauma peuvent être très, très, très similaires aux symptômes de la psychose. Hein? Quand on parle, par exemple, de dissociation, d'hallucination, de mutisme. Donc, c'est des symptômes qui peuvent être mélangeants, mais fait qu'on va souvent aller médicamenter les symptômes qu'on associe à la psychose, alors que souvent sont ancrés dans des traumas, sont ancrés dans des post-traumas, dans des enjeux au niveau des déterminants sociaux de la santé. Mais c'est des enjeux qui sont ultra complexes à adresser, qui nécessitent de reconnaître le racisme systémique, les injustices au sein de nos institutions. Donc, c'est beaucoup plus facile souvent d'aller simplement médicamenter les symptômes qui sont apparents. Puis en ce sens-là, moi, quand je dis que je travaille au Nunavik ou dans le domaine de la santé mentale ou que le sujet de mon doctorat, les réflexes, c'est de dire « Ah, tu ne dois pas manquer de travail hein, là-bas », parce qu'on a l'impression que c'est des populations avec qui souffrent de schizophrénie à outrance, ou on va parler des enjeux de santé mentale, mais on ne va pas aller décortiquer les enjeux reliés à la colonisation, finalement, qui ont amené les traumas et tout ça. Donc, pour terminer, des concepts qui sont importants à savoir, puis c'est ça qu'on vient de dire, hein, c'est comprendre les concepts de colonialité. Donc, que la colonialité, c'est ce qui permet à la colonisation de continuer hein, via des mécanismes insidieux ancrés dans nos structures. Hein, donc, par exemple, justement, quand on parle de santé mentale, quand on parle des services, comment ils sont construits, puis ça réfère aux injustices épistémiques. Hein? Le fait d'être lésé en sa qualité de connaisseur, c'est savoir qu'est-ce qui est un savoir, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein? Donc, comment on peut donner sens à nos propres expériences, faire sens de nos expériences en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté, de collectivité, quand les institutions et les services ne reconnaissent pas nos expertises, nos savoirs et nos expériences en termes de santé mentale et de bien-être. Donc, c'est important d'avoir toujours ces enjeux-là en tête, puis de reconnaître que la colonisation continue aujourd'hui, mais d'une autre manière. Hein? Puis elle s'ancre dans différentes pratiques dans le domaine notamment de la santé mentale, où on utilise les diagnostics pour faire taire finalement certains traumas et ne pas adresser les enjeux de racisme systémique qui continuent de perdurer. Donc, pour conclure, c'est important d'embrasser l'incertitude, hein, de reconnaître que nous, en tant que personnes allochtones, quand on travaille en contexte autochtone, il y a tout un pan de la connaissance auquel on n'aura pas accès et c'est correct. Donc, c'est d'adopter finalement un rôle d'apprenant, un rôle d'accompagnant et d'apprenti, finalement, tout au long. Fait que c'est d'avoir aussi un esprit critique, hein, d'être humble et d'avoir un esprit réflexif. Hein? Dans le fond, c'est quoi l'intervention? Qu'est-ce qu'un savoir? Qu'est-ce que la santé mentale? Remettre en question tout ce qui peut paraître évident. Donc, pour apprendre à se connaître soi-même en tant qu'être culturel, être à l'écoute des différentes manières dont la culture s'exprime en clinique, se décentrer, tolérer l'incertitude, adopter une posture de dialogue ouverte et respectueuse et reconnaître les relations de pouvoir dans les organisations et la santé. Donc, sur ce, je vous remercie et je vais laisser la parole à ma collègue qui va aborder les enjeux aussi au niveau de la santé mentale, mais chez les jeunes puis au niveau des lois. Donc, ça va être très intéressant aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dominique. J'ai appris beaucoup de vous, en fait. Vous avez très bien élaboré les tensions, je dirais, entre les désirs coloniaux de catégoriser, ordonner, contrôler et soigner les personnes versus, en fait, traiter les personnes dans leur entièreté et puis d'être à l'aise avec l'incertitude. Je vous remercie. Et la prochaine présentation sera par Marianne Tétrault, qui est étudiante dans les maîtrises en droit à l'Université d'Ottawa. Sa thèse portera sur les pouvoirs institutionnels devant les tribunaux judiciaires comme obstacle à l'expression d'un refus de soins pédopsychiatriques par le mineur de 14 ans et plus, sous la direction du professeur Emmanuel Bernheim. Elle est avocate au Centre de justice de proximité de l'Estrie et sa présentation s'intitule « Les refus de soins psychiatriques chez les jeunes, faire face au pouvoir institutionnel ». On vous écoute, Marianne. Et merci pour la présentation. Comme indiqué par Souley, je suis présentement en deuxième année en la maîtrise en droit. Puis, je m'intéresse au refus de soins pédopsychiatriques chez les adolescents, plus particulièrement de 14 à 18 ans. Donc, je suis encore à la rédaction de ma problématique, donc je n'ai pas encore fait d'analyse de résultats, mais je vais pouvoir partager aujourd'hui un peu de résultats préliminaires et possiblement obtenir vos commentaires ou vos hypothèses à l'égard de ces résultats-là. Donc, en fait, comment je me suis intéressée à la question du refus de soins pédopsychiatriques, c'est en fait parce que dans la loi au Québec, on prévoit qu'à partir de l'âge de 14 ans, le mineur peut consentir à ses soins seul, sans ses parents. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'était une mesure politique de responsabilisation médicale ou c'était vraiment un droit autonome qu'on donnait à ces jeunes-là? Quelle est la place aussi, conséquemment, qu'on donnait aux jeunes dans leurs soins psychiatriques, étant donné qu'on leur donnait leur droit de refuser ou de consentir? Et finalement, comment l'institution judiciaire et les différents acteurs qui interviennent dans cette institution-là prenaient en charge le refus de soins psychiatriques. Donc, dans le cadre de ma présentation, je vais commencer par présenter un peu plus ma recherche pour ensuite me diriger vers mes résultats préliminaires et certaines hypothèses là, en lien avec les rapports de pouvoir que j'aimais à ce moment-ci de ma recherche. Donc, en fait, suite à ma revue de la littérature, j'ai été à même de constater que si les recherches concernant les mineurs établissent de façon que les adultes disproportionnellement issus de groupes socio-économiquement défavorisés et racisés ont déjà de la difficulté à faire respecter leur refus de soins en psychiatrie, autant en contexte québécois qu'international. Il existait très peu d'études au niveau des adolescents et les rares études qui existaient démontraient des conditions assez troubles là, du respect du refus de soins. Il n'existait en fait aucune de ces études-là en contexte québécois, donc qui s'intéressait vraiment à l'application de l'article 16 concernant le refus de soins psychiatriques chez les adolescents. Donc, je faisais face un peu à un vide dans la littérature scientifique qui m'a demandé à vraiment essayer de voir comment on pouvait transposer certains concepts qui avaient été déterminés chez les adultes, mais aussi de pouvoir pousser davantage cette recherche vu l'absence de connaissances. Avant d'aller plus loin dans ce sujet-là, je vais prendre le temps de bien expliquer un peu le cadre juridique québécois, étant donné que même si c'est une problématique qu'on peut voir à l'échelle internationale, j'ai choisi le Québec parce que c'est un exemple assez particulier vu l'âge spécifique de consentement. En effet, au Québec, moins de 14 ans, c'est les parents qui consentent. De 14 à 18 ans, c'est l'adolescent qui consent seul, sauf exception. Donc, si on est dans une situation d'urgence, si la vie est menacée, et dans les autres cas, la personne peut consentir ou refuser des soins qui sont requis, donc nécessaires à la préservation de son état de santé. Puis, si la personne refuse, on va devoir aller devant le tribunal. Pour donner un exemple, dans le reste du Canada, dans les provinces de common law, on va plus souvent utiliser le concept du mature minor, donc du mineur mature,
qui nécessite une évaluation subjective du professionnel de la santé, à savoir si le jeune qui est devant lui a la maturité nécessaire pour consentir seul aux soins. Donc, on n'a pas d'âge précis. Il y a certaines provinces qui ont 16 ans, mais c'est plus souvent le concept là, subjectif qui est utilisé au Canada. Donc, dans le cadre de ma recherche, je vise 2 objectifs. Premièrement, documenter les discours sociaux, psychiatriques et judiciaires comme ils s'expriment dans la littérature et les jugements concernant les adolescents. Donc, la première étape là, de ma recherche était de faire une revue de la jurisprudence des 2 tribunaux qui s'intéressaient au refus de soins des adolescents, donc la Cour supérieure et la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Donc, cette étape-là est complétée. Puis, la littérature, comme notamment pour savoir s'il existait des directives en matière de refus de soins dans les établissements de santé. Puis, à partir de mes résultats, je peux proposer une analyse féministe et institutionnaliste de ces discours pour mettre en lumière comment des facteurs sociaux tels que l'âge, le diagnostic ou le genre déterminent la prise en charge du refus de soins et l'influence sur la décision judiciaire. Donc, je suis rendue à cette étape de l'analyse de discours dans la jurisprudence et j'ai aussi fait 5 entrevues avec des adultes de 18 à 30 ans qui ont vécu une expérience en pédopsychiatrie alors qu'ils étaient âgés de 14 à 18 ans. Donc, j'ai tout juste de compléter mes entrevues. Je suis en train de rédiger les verbatims, mais ça me donne déjà une idée un peu de l'expérience vécue versus qu'est-ce qui peut transparaître dans des jugements qui les concernent. Donc, dans les méthodes dans les modèles d'analyse que je vais utiliser, il y a notamment l'approche féministe pour les concepts de genre, de sexualisation et de patriarcat, qui sont, à la vue de la revue de la jurisprudence, des concepts qui semblent assez pertinents. Et l'institutionnalisme, étant donné que la notion de contrôle social, dynamique de pouvoir, normalisation sont aussi des concepts qui vont être assez utiles dans mon analyse. Donc, dans le cadre de la judiciarisation du refus de soins pédopsychiatriques, il y a comme 3 types d'experts, et je mets en guillemets parce que, au sens juridique du terme, ils ne se qualifient pas d'experts, mais c'est 3 acteurs qui vont en fait statuer sur qu'est-ce qui constitue le meilleur intérêt de l'enfant. Parce que quand on judiciarise un refus de soins, OK, je viens d'avoir une notification qu'il faut que je unmute myself. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, oui, voilà. Donc, quand on parle d'une judiciarisation d'un refus de soins, le critère un peu additionnel, ça va être est-ce que de forcer les soins contre le gré de l'adolescent sont dans son meilleur intérêt? Donc, il y a 3 intervenants. Premièrement, le juge qui va rendre l'ordonnance finale, qui va autoriser ou non le soin, et donc qui est lui qui va faire l'ordonnance finale. Donc, c'est lui qui va déterminer c'est quoi le meilleur intérêt. Les médecins et intervenants sociaux sont plutôt là pour, en fait, donner leur opinion pour aider le juge à déterminer c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, le médecin va être soit le médecin traitant de l'adolescent ou va être appelé pour faire une expertise, un rapport en bonne et due forme pour déterminer, bon, est-ce que les soins sont bénéfiques, c'est quoi les risques, qu'est-ce que ça implique, etc. Et il va aussi parler du diagnostic et les différents aspects là, entourant le refus de soins. Les intervenants, on fait souvent appel en chambre de la jeunesse, évidemment, aux intervenants de la DPJ, vu que la DPJ est la personne qui a institué la procédure, mais on peut aussi parler d'évaluation psychosociale, notamment par des psychologues ou des psychothérapeutes. Et dans ces cas-ci, ça va être vraiment souvent sur la notion de motif de compromission. Donc, le refus de soins est vu comme un motif de compromission au sens de la loi sur la protection de la jeunesse et la situation factuelle et psychologique de l'adolescent. Donc, quand on voit ça, quand on lit les jugements, la question qui m'a sauté aux yeux, c'est où sont les jeunes? Quelle est la place qu'on donne au savoir des jeunes face à leur propre refus? Pourquoi ils ont refusé? Qu'est-ce qui les a menés à ça? Et comment on assure la pérennité de leurs droits dans un contexte où, en fait, c'est pas à eux de se prononcer sur leur meilleur intérêt. Donc, ça m'amène à mes résultats préliminaires. Donc, en fait, suivant ma recherche dans la jurisprudence, j'ai pu constater qu'il y avait 2 principaux parcours en refus de soins. Donc, la Cour supérieure et la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
Donc, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est en fait le principal mécanisme utilisé et ça m'a vraiment surpris. Pour vous donner une idée, hier, j'étais dans une conférence, j'assistais à une conférence sur le refus de soins en pédiatrie. Il y avait un juge de la Cour d'appel et il a dit « On voit presque pas ça des autorisations de soins à la Cour supérieure. Donc, si on les voit pas, ben ça doit se régler en amont. » Et donc, le juge de la Cour d'appel n'a même pas parlé de la possibilité que ça soit la Chambre de la jeunesse qui l'entend. Et sur la centaine de jugements que j'ai analysés, en fait, la très grande majorité venait de la Chambre de la jeunesse. Donc, en fait, c'est un mécanisme qui est très utilisé, mais pas très constaté au sein des juristes. Donc, en fait, ce que prévoit la loi, selon ce que je vous ai expliqué plus tôt en matière de consentement aux soins, c'est que si l'adolescent refuse un soin, tout comme on le fait pour un adulte, il doit se présenter devant la Cour supérieure. Donc, ça va être l'établissement de la santé qui va instituer la demande. Et l'adolescent, le patient, va être la partie défendresse. Donc, l'établissement de santé, par ce moyen-là, veut outrepasser son refus. Et souvent, ça va être le pédopsychiatre là, qui va être, en fait, le principal expert dans cette situation-là. Mais il a été reconnu, donc, un chevauchement de compétences, où lorsqu'on détermine qu'il y a un motif de compromission, donc la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, alors là, la Cour du Québec peut se prononcer sur la situation. Donc, la DPJ intervient et demande des mesures via le moyen d'une ordonnance à la Chambre de la jeunesse, à la Cour du Québec. Et la particularité ici, c'est que la Cour du Québec fonctionne sous un tout autre système et n'est donc pas soumis aux mêmes critères décisionnels que la Cour supérieure. Donc, la Cour du Québec va vraiment plus voir, OK, le refus de soins compromet sa sécurité ou son développement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça ne soit pas compromis davantage? Et l'ordonnance de soins, donc, outrepasser son refus, est une mesure parmi tant d'autres, alors que c'est le seul objectif à la Cour supérieure. Donc, on a vraiment un but qui est complètement différent. Et à la Cour du Québec, on va avoir la DPJ, les parents et l'enfant, qui sont vraiment trois parties distinctes. Donc, ça m'amène à mes statistiques préliminaires. Donc, sur la centaine de jugements analysés, j'en ai retenu 86 dont l'objet central était vraiment le refus de soins prononcé par un adolescent. Donc, on voit que plus on augmente en âge, plus il y a de jeunes qui ont été visés, qui est quand même qui fait du sens qui a du sens avec la littérature scientifique, sachant que suivant le développement cognitif, il y a aussi une augmentation des diagnostics de troubles de santé mentale, donc ils sont moins diagnostiqués plus jeunes. Et ce qui saute aux yeux aussi, c'est la prédominance des personnes de genre féminin sur les personnes de genre masculin qui sont touchées par les ordonnances. Donc, je tiens à préciser que comment j'ai pu déterminer de genre féminin versus de genre masculin, c'est uniquement par la féminisation du langage. Parce qu'on va jamais dire, bon, c'est une personne de genre féminin dans une ordonnance, mais on va les qualifier d'adolescentes et on va parler au E, au L. Donc, c'est comme ça que j'ai pu le déterminer. Il y a 2 décisions qu'on précisait pas l'âge, mais on référait à une adolescente. Donc, je l'ai compté dans le nombre d'ordonnances visant des filles. Donc, dans le 86%. Donc, on a 86% des ordonnances qui touchent les filles et seulement 13,95% qui touchent les garçons. Donc, certaines recherches démontrent la prévalence des personnes de genre masculin dans le système de la loi sur les jeunes contrevenants. Donc, c'est quelque chose que je vais quand même peut-être un peu aller voir si il y a une corrélation entre plus on va en augmentant en âge, les filles suivent le parcours du système de la jeunesse, les garçons le traitement, les jeunes contrevenants. D'ailleurs, le traitement différentiel et les différents écrits comme des élémentaux sont des outils que je vais utiliser étant donné qu'ils ont déjà constaté un certain traitement genré dans la protection qui est accordée à chacun. La majorité des décisions concernées avaient été données par la Cour du Québec, donc 72 jugements sur 86 provenaient de la Cour du Québec, alors que seulement 13 venaient de la Cour supérieure. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment plus un parcours qui est préconisé. Qui m'amène donc à mes hypothèses. Donc, je vais pas parler en fait des motifs de refus en santé mentale là, que j'ai pu constater, mais vraiment plus des discours qui ont été tenus à partir du moment qu'il y avait un refus de soins. Donc, j'ai pu mettre dans 3 catégories les différents types de discours qui étaient tenus soit par les juges,
les médecins ou les intervenants, donc comme les experts du meilleur intérêt de l'enfant, tel que précisé plus tôt. Donc, premièrement, c'était soit des discours qui étaient infantilisants. Donc, je réfère à ça notamment au protectionnisme, qui est souvent quelque chose de très utilisé en matière d'intérêt de l'enfant. Donc, on parlait que c'était une personne à protéger. Sa fréquentation était non recommandable. La personne était immature, des comportements à risque. Elle savait pas c'est quoi la meilleure chose à faire pour elle, vu son manque d'expérience de la vie. Donc, on a souvent ce vocabulaire-là qui revient dans nos discours. Ensuite, on a un discours qui est genré. Donc, quand on parle du côté masculin, on réfère souvent à leur agressivité qui s'oppose à l'autorité, alors que quand on est face à une ordonnance qui vise une fille, on va souvent les qualifier de vulnérables et on va parler de leur sexualité, notamment qui sont provocantes ou qui n'utilisent pas de moyens de contraception. Donc, il y a cette espèce de dualité-là de discours selon le genre qui peut être observé. Et finalement, le discours non scientifique. En fait, c'est un peu comme si il y avait une lecture clinique qui était faite d'une situation concernant un gène, mais qui n'était pas basée sur des connaissances scientifiques. Ce que je veux dire par là, c'est surtout en matière de jeunesse, on sait souvent pas d'où vient le diagnostic et si le diagnostic est vraiment basé sur la littérature scientifique. Donc, des fois, on va avoir le rapport de l'intervenant de la DPJ qui va faire état d'une panoplie de diagnostics, mais on ne sait pas si ça a été vraiment émis par un expert ou si c'est plus l'intervenant de la DPJ à partir de sa propre expérience qui dit « Ah oui, ça, c'est un trouble de personnalité limite ». Donc, des fois, c'est vraiment dur de savoir est-ce que c'est du oui-dire ou c'est un diagnostic réel. Et même dans certains cas, même quand on a un médecin qui fait état d'un diagnostic, des fois, ils disent la personne est muette, elle ne nous parle pas, elle refuse de collaborer. Fait que c'est sûr qu'il y a un diagnostic sous-jacent à sa réaction. Donc, ça nous laisse penser que ça serait ça. Mais encore là, c'est pas convergent avec la littérature scientifique. Aussi, la notion de trouble de comportement sérieux, c'est un motif de compromission lors de la excusez, je parlais. La notion de trouble de comportement sérieux, c'est un motif de compromission au sein de la loi sur la protection de la jeunesse. Et c'est dans la catégorie dans laquelle on va rentrer la notion de refus de soins. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser la DPJ pour que on puisse obtenir notre ordonnance de soins. Parce qu'il faut comprendre que d'habitude, les motifs de compromission sont dus au fait du parent. Le trouble du comportement sérieux, c'est le seul motif de compromission qui est seulement la cause de l'enfant. Donc, des fois, il peut y avoir aussi un impact du parent, là, mais c'est le seul motif qui peut être utilisé uniquement en lien avec l'enfant. Donc, quand on est fait face à un refus de soins, même si le parent collabore, on va qualifier ça de trouble de comportement sérieux. Mais cette notion-là est très, très large et un peu questionnable à savoir, bon, est-ce qu'on suit vraiment à la littérature sur qu'est-ce qu'un trouble de comportement ou c'est juste une interprétation du motif prévu par la loi. Étant donné que le trouble de comportement sérieux, pour donner des exemples, va de TDAH à trouble de l'opposition, trouble de l'attachement, dyslexie, dysorthographie, refus de soins tout court, dépression. Donc, on fait tout ce qui est santé mentale ou neurocognitif à peu près, là, on va rentrer ça là-dedans. Donc, c'est ça. Et finalement, les jugements sont très courts. On parle des fois de jugements de seulement 5 paragraphes. Et donc, c'est très dur de dire qu'il y a une analyse complète de vraiment la situation du refus de soins. Évidemment, il y a des motifs qui sont oraux, donc des fois, on peut pas tout savoir uniquement à la lecture du jugement, mais ça laisse quand même penser que peut-être la réflexion a été courte. Ici, je vous ai mis deux exemples, deux extraits, en fait, de jugement de la Cour supérieure, où on voit, en fait, comment le pouvoir biomédical peut s'exercer dans le cadre d'une autorisation de soins. Donc, dans les deux cas, je vais pas les lire, on voit vraiment comment le médecin établit que le ou la jeune est inapte seulement à partir de certains diagnostics. Donc, dans le premier cas, exemple, c'était une adolescente qui faisait preuve de mutisme. Donc, comme on n'était pas capable de déterminer sa pathologie, elle était donc inapte et le tribunal va uniquement se baser sur cet avis-là médical, même si l'adolescente était présente à l'audience. Et à partir du moment qu'elle était inapte, on peut passer à la prochaine étape qui est de autoriser les soins contre le gré de la personne.
Donc, on a vraiment comme un pouvoir biomédical qui a une grande influence sur la décision judiciaire finale. Et on voit que le refus de traitement peut être aussi vu comme un refus de collaboration. Donc, c'est un peu un paradoxe de voir comment on utilise un cadre juridique et institutionnel alors même que la loi prévoit la nécessité de collaborer avec l'adolescent quand on parle de ses soins à partir de 14 ans et plus. Donc, c'est comme un peu à double tranchant, un peu paradoxal de voir comment justement l'institution judiciaire peut être utilisée pour contrer peut-être l'autonomie du soin. En tout cas, c'est une hypothèse dans tout ça. Et rappelant un peu les écrits de Foucault dans Les Anormaux, c'est à se demander si des fois le pédopsychiatre ou les médecins est l'institution énonçant la vérité par rapport au juge qui est l'institution qui règle les soins nécessaires et force contre le gré. Donc, une dualité ici. Et donc, je vais conclure ma présentation sur ce que j'ai pu constater plutôt des discours qui étaient tenus par des jeunes qui avaient vécu des expériences en pédopsychiatrie. Et ce que j'ai pu constater, je veux vraiment pas me compromettre, là, c'est des impressions que j'ai eues, mais dans toutes mes entrevues, il a été question qu'on savait jamais c'était quoi l'objectif. Donc, pourquoi on était hospitalisé contre notre gré, pourquoi on était forcé à être hospitalisé ou à recevoir des soins. Il y a une jeune qui me disait que quand j'avais un trouble du comportement alimentaire, je savais qu'à partir du moment que j'atteignais tel poids, ben là, je pouvais sortir. Mais quand ça a été pour des tentatives de suicide, ben même si j'en faisais pas à ce moment-là, une fois que j'étais hospitalisée, ben on me gardait pareil. Fait que je savais pas c'est quoi qu'il fallait que je fasse pour sortir d'ici. Donc, c'est revenu à plusieurs reprises l'absence de plan de soins expliqué, l'absence d'objectifs clairs et de raisons, donc ce qui pouvait créer certaines difficultés à accepter la situation de leur côté. Aussi, on m'a beaucoup parlé de comment on s'adressait à leurs parents avant de s'adresser à eux. Donc, certaines qui ne sont jamais fait expliquer pourquoi étaient hospitalisées et qu'on expliquait la situation à leurs parents, qu'ils aient consenti ou non à ce que leur parent soit présent. Et eux, une fois que le parent avait dit oui, ben alors on continue comme si c'était pas à eux d'autoriser les soins ou pas. Donc, c'est déjà des constats de manque peut-être d'implication dans leurs soins et manque peut-être pas totalement on respecte peut-être pas totalement leurs droits ou on leur donne juste pas d'explication qu'ils ont le droit de refuser ou de consentir aux soins. Donc, c'est quelque chose que je vais analyser davantage. Bref, par cette recherche, j'espère combler un peu un scientifique sur l'impact des experts institutionnels dans l'expression d'un refus de soins pédopsychiatrique et mettre de l'avant comment les savoirs expérientiels des jeunes qui ont vécu une expérience en pédopsychiatrie peuvent être mis de l'avant pour justement mieux aligner les pratiques avec le droit autonome qu'on donne aux adolescents de 14 à 18 ans de refuser des soins. Donc, je vous remercie pour votre attention. Puis, je vais maintenant passer la parole à Lucas, qui lui aussi va pouvoir montrer comment les institutions peuvent venir jouer un rôle déterminant sur les droits et pouvoirs qu'on donne, dans ce cas-ci, au groupe militant animaliste. Merci. Merci beaucoup, Marianne, pour ta présentation. Petite parenthèse, il y a quelques années, quand j'avais entendu pour la première fois le concept de la injustice épistémique, j'avais fait une recherche sur Google et puis j'avais trouvé un article de Lancet, la revue médicale, et puis qui commençait en fait avec un paragraphe, et puis j'ai fait une traduction libre ici qui disait: comment écoutons-nous les enfants? Comment choisissons-nous de croire ou non une histoire qui nous est racontée par un enfant? Nous ne réfléchissons pas souvent dans nos pratiques d'écoute qui peuvent reposer sur des stéréotypes ou des préjugés. Cette question est particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'écouter les patients, qui sont des enfants, ou dans ce cas des adolescents. Comment décider du niveau de crédibilité à accorder aux témoignages et aux interprétations fournies par les enfants? Et votre recherche, Marianne, démontre en fait que dans ces cas, les adultes qui ont de pouvoir institutionnel ont des préjugés qui rendent les adolescents plus vulnérables à l'injustice épistémique.
Maintenant, finalement, en fait, la dernière présentation de la journée sera fournie par Luca Krishnapillai, qui est étudiant au doctorat en sciences politiques à l'UQAM, où il étudie la répression du mouvement social animaliste. Quand il ne fait pas de recherche, il fait de la radio Zadurad. Voilà. Allez voir ce qu'il fait là-bas. Sa présentation s'intitule « L'influence de la répression sur les mouvements animalistes au Québec ». Allez-y, Lucas. Super, merci beaucoup pour la présentation. Hum, hum, hum. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? Maintenant, oui. Ouais, super. Donc si je fais partager, il sera en plein écran, j'imagine. Mais c'est pas lancé, comment ça va voir? Non, Ah bon, on non. va juste faire comme ça, ce Allez-y sera sur très bien. diaporama. Mhm. Ouais. Diaporama, ouais. Uh-huh. À partir du début, ça devrait être correct. Ouais. Ok, super. Parfait. Donc oui, le titre de ma présentation, c'est l'influence de la répression sur la politisation du mouvement antispéciste au Québec. Petit point technique, j'utiliserai de manière similaire antispéciste et animaliste pour désigner la mobilisation sociale en faveur des animaux ou en défense des animaux en fonction des acteurs qui mobilisent ces termes. Quelques petits points de contexte et puis une approche dynamique de comment ma recherche a débuté. Une présentation peut-être aussi de où j'en suis dans mon processus de recherche, puisque c'est le début, j'en suis au début de ma thèse, donc je suis encore en train de construire ne serait-ce que mon projet de thèse. Mais je fais des thèses donc, de webinaires en séminaire, en conférence, en essayant de cadrer de plus en plus ce qui m'intéresse. En l'occurrence, en ce moment, je suis en train de réfléchir à cet double effet de cadrage qui existe. Donc, on peut à la fois avoir un mouvement social dans le mouvement de défense des animaux, donc avec les classiques, un répertoire d'actions, des blocages, une visibilisation du mouvement, des captations d'animaux en abattoir, ou une construction d'un récit médiatique antispéciste. Il va y avoir toute une gamme d'actions qui vont se faire de manière collective, avec une identité partagée revendiquée, donc c'est-à-dire des personnes qui se positionnent en faveur des animaux. Et puis, en retour de ce cadrage, souvent à la fois par la littérature scientifique et par les gens qui se mobilisent dans le mouvement, en contrepoint, il y a aussi un cadrage des animalistes comme des ennemis de l'intérieur, ce qui est une expression qu'on peut retrouver notamment sous la plume de Kahn, qui travaille sur les Black Blocs en France et la répression des mouvements anarchistes de manière plus spécifique. Une anecdote croustillante et qui est assez peu connue. En 2006, le FBI a placé les animalistes et les écologistes comme les ennemis intérieurs numéro 1. Ce qui est particulièrement étonnant dans la mesure où 2006, c'est donc 5 ans après 2001, les attentats d'Al-Qaïda. On s'interroge en fait sur ce qui a poussé les institutions coercitives et de surveillance à mettre en place ce niveau de dangerosité pour un mouvement social qui, pour l'instant, a un répertoire d'action qui se développe plutôt comme ce que je vous ai évoqué précédemment, donc en s'attaquant à des biens matériels plus qu'autre chose. Donc pour ce qui est du processus de recherche dynamique, moi j'ai commencé à travailler sur mon terrain en France en essayant d'analyser la cellule Déméter, qui est un rapport de coopération entre un syndicat agro-industriel et les forces de police françaises. En fait, Déméter, c'est une cellule de renseignement qui va voir les syndicats majoritaires et qui essaie de tisser avec eux des rapports de confiance pour faire en sorte, c'est dans une terminologie de défense des intérêts paysans, de sécuriser leur exploitation. De sécuriser vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des cambriolages qui ne sont pas considérés comme politiques, donc par exemple les vols de tracteurs ou de GPS ou toute une série de choses qui auraient plus partie liée avec ce qu'on pourrait appeler du vandalisme pour aller un peu vite. Et Déméter, quand elle est créée en 2019, cette cellule avait aussi vocation à, je cite, prévenir toute action idéologique à l'encontre du monde agricole. Ce qui est assez intéressant parce que le tribunal administratif de Paris a fini par retoquer la cellule en expliquant que c'était pas la vocation du ministère de l'Intérieur ni du ministère de l'Agriculture de prévenir quoi que ce soit
en termes d'action idéologique. Donc à la base, moi, je m'intéressais à ça. Finalement, comme il y a eu cette rotocade, c'est un peu plus compliqué d'analyser Demeter, parce qu'en tout cas, officiellement, elle a plus prétention à prévenir les actions idéologiques, ce qui, en fait, est un synonyme de répression politique, comme je vais le montrer tout à l'heure. Il pourrait y avoir un intérêt à continuer, parce que même si elle a été retoquée, Gérald Darmanin, qui est donc le ministre de l'Intérieur actuel français, a dit qu'il allait évacuer la notion de prévention des actions idéologiques à l'encontre du monde agricole, mais qu'il allait maintenir Demeter comme une structure à même de défendre le monde agricole. Donc, c'est encore une question, mais disons que pour l'instant, j'ai fait une sorte de retraduction de mon appareillage théorique pour voir comment il pouvait s'appliquer au Canada, parce qu'il y a aussi des choses qui se développent de manière relativement spécifique ici, notamment avec le développement des Ag Laws. C'est c'est ainsi que les chercheurs enfin que plusieurs chercheurs ont décidé de cadrer ce qu'on appelle en fait des lois Bayon, qui sont des lois qui ont vocation à protéger les agro-industriels des dommages réputationnels via l'intrusion sur site. Très concrètement, c'est des lois qui sont passées dans plusieurs provinces, pas encore au niveau fédéral, mais c'est des choses qui sont en cours d'évaluation. Pareil au Québec, c'est pas encore au Québec, mais ça existe en Ontario, en Alberta, dans plusieurs provinces déjà. Et c'est des lois qui, très concrètement, visent à criminaliser à la fois le fait d'aller capter des vidéos dans les abattoirs, mais aussi de les avoir en sa possession ou de les partager. Ce qui pose un ensemble de problèmes assez importants. Et justement, on voit que là, il y a vraiment quelque chose comme un cadrage d'un ennemi de l'intérieur duquel il faut qu'on se défende. Et les animalistes n'étant absolument pas, en l'occurrence, considérés par ce cadrage comme euh, quelque chose qui ressemblerait à des lanceurs, lanceuses d'alerte qui viendraient ce qui est pourtant, d'après les statistiques, majoritairement le cas au Canada, qui viendrait rendre des comptes par rapport à ce qui a lieu derrière les portes des abattoirs. Voilà, donc ça c'était pour les effets de contexte et puis l'idée un peu du dynamisme de ma recherche. Et puis je vais maintenant passer aux objectifs, problématiques et questions de recherche. Donc de manière un peu large, cette recherche en sociologie politique a pour objectif d'analyser l'influence de la répression, donc à comprendre comment la police tente de prévenir, contrôler ou neutraliser l'action des activistes. Je me sers de la définition de Earle, son article de 2013 pour ça. Ma problématique, c'est la logique voudrait qu'un mouvement social s'engageant sur un thème singulier puisse le faire de manière transpartisane et apolitique. Pourtant, nous soutenons que les mouvements animalistes tirent de leur compréhension de la répression qu'ils subissent des vecteurs de politisation. Et la question qui va me permettre de venir investiguer ma problématique, c'est comment les militantes comprennent la répression et comment elles vont lier cette compréhension à leur politisation. Ce qui m'intéresse moi particulièrement dans la mobilisation animaliste, c'est que elle est largement déficitaire en boussole symbolique qui lui permet de s'orienter dans ce qu'on considère comme classiquement des manières d'ordonner le monde politique. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui vont se réclamer d'une lutte monothématique qui viendrait comme se situer dans une position hors sol vis-à-vis des rapports de force généraux et qui n'aurait donc pas vocation particulièrement à s'inscrire dans une frange ou l'autre du continuum politique, si on a envie d'utiliser une analyse traditionnelle, gauche-droite par exemple, un peu comme européo-centré, mais qui conviendrait tout à fait aussi à une logique libérale conservatrice, quoi. Voilà. Donc, pour ce qui est de mon cadre conceptuel, je suis en train de le développer en ce moment même, évidemment, donc, puisque c'est l'Observatoire des profilages, je mobilise la notion de profilage politique. J'utilise un article de 2014 de Dupuy-Dairy où il va faire un peu comme toute une analyse des développements successifs du profilage politique, vous le savez sûrement, mais sur la base de la description de ce que c'est un profilage racial puis social. Puis en fait, très concrètement, c'est un traitement différencié sur la base d'une opinion politique. Parce qu'on sait, en Ontario, par exemple, qu'il y a eu des arrestations préventives. Donc des animalistes qui n'avaient encore pas commis le crime étant, en l'occurrence, à considérer comme le fait d'entrer dans un abattoir pour capter des vidéos. Et c'est des personnes qui ont été arrêtées, captées en amont parce qu'elles avaient été infiltrées par les forces de police. Et donc, c'est intéressant de voir que même maintenant, avant que les actions soient effectuées, la police intervient.
On peut se demander un peu qu'est-ce que ça fait en fait sur une mobilisation de manière générale, de savoir qu'il y a ce spectre qui hante les rangs de la mobilisation et qui potentiellement peut s'abattre avant même qu'on agisse. Qu'est-ce que ça fait comme potentiel effet d'autocensure, par exemple? Donc ça, c'est la première notion que je vais mobiliser. Quand on a fait la version blanche, disons, de ce webinaire, on a pas mal discuté avec Céline de la possibilité juste de l'administration de la preuve, en fait, de la question du profilage, et donc de ne pas se dire qu'il y avait nécessité d'en produire une à partir d'une comparaison, par exemple, d'une mobilisation plus conservatrice au sein de laquelle les forces militantes ne ressentiraient aucun effet de la répression politique ni policière. Il n'y avait pas de nécessité de faire ça et simplement faire des comparaisons à partir de ce qui existait déjà dans la littérature. Donc pas produire la preuve moi-même, mais juste dire, bon, bah, on observe des mobilisations dans lesquelles il y a des forces de police qui sont absentes des schèmes mentaux des militants qui se mobilisent. C'est pas le cas de la mobilisation animaliste, ça produit tel effet. Il y a 3 autres concepts clés pour moi. Bon, il y en a un qui est très évident, j'imagine, mais c'est celui d'intersectionnalité, en partant du principe que les systèmes d'oppression sont simultanés, co-constitués et toujours en interaction. Évidemment que la répression va toucher les personnes militantes de manière différente, qu'ils soient allochtones, autochtones, qu'ils soient racisés ou pas, qu'ils soient binarisés ou pas comme femmes, hommes, et tout ce que ça pourrait impliquer comme relations différentes. J'y reviendrai du coup dans mes axes de recherche ultérieurement. Mais ce qui m'intéresse aussi dans l'intersectionnalité, c'est les développements très récents en fait, qui datent de 2019, notamment sous la plume d'une autrice qui s'appelle Pleius Pror, que j'ai mis en dernier pour les citations, en dernière, pardon. Et en fait, elle essaye d'étendre le concept d'intersectionnalité et de réfléchir à la variable sociologique de l'espèce, où elle dit en fait qu'il y a des vecteurs de discrimination qui touchent aussi les animaux, considérant que les animaux ne sont pas une catégorie biologique, mais une catégorie sociale en soi. Elle fait toute une démonstration, je vous laisserai vous y attarder si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais en gros, c'est l'idée qu'en biologie, il y a eu un tournant nominaliste dans les dernières décennies qui acte le fait que les espèces n'existent pas, qu'elles ne sont qu'une construction scientifique qu'on pose pour pouvoir essayer de catégoriser les animaux, mais que ce ne sont pas en soi des réalités ontologiques. Dans la même veine, ben, vous avez compris, j'imagine, ma positionnalité vis-à-vis de mon sujet, mais il y a aussi une grosse attention vis-à-vis de l'agentivité animale. Donc vraiment, il faut simplement considérer les animaux comme des sujets politiques, et ce serait absolument scandaleux de les faire figurer comme des référents absents dans ma recherche. J'ai envie que leurs préférences et leurs intérêts soient pris en compte également. Et donc, il y aura tout un rapport à développer qui est aussi, c'est heuristique, c'est pas juste un point de vue politique, mais ça me paraît nécessaire de comprendre cette agentivité animale, notamment pour voir comment est-ce que les animalistes eux-mêmes, eux et elles-mêmes, vont pouvoir comprendre leur rapport aux animaux. C'est à partir de cette agentivité-là, puisque les animalistes considèrent, et à raison à mon sens, que les animaux ayant des expériences subjectives ont des intérêts spécifiques qui les différencie catégoriquement du reste du vivant, si on a envie de l'appeler comme ça. Et enfin, mon dernier cadre conceptuel, je suis désolé, je me rends compte à l'envers, mais c'est la mobilisation des ressources de Thi et Tarot. Ce qui est un peu étonnant à première vue, parce que j'ai une démarche généralement beaucoup plus compréhensive, et puis là, on verse dans un positivisme bon chic, bon teint, qui irait mieux avec des statistiques et une administration de la preuve toute sérieuse, mais ça m'a quand même intéressé ce concept parce qu'il pose vraiment la répression comme un processus relationnel avec des reconfigurations des forces militantes et des forces répressives systématisées. Et c'est absolument pas considéré comme un effet statique, quoi. C'est toujours la répression fait X, les animalistes produisent Y, du coup la répression se réadapte et c'est vraiment des enchaînements systématisés, quoi. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour mon point de méthodologie, je suis vraiment dans une approche compréhensive et inductive. J'ai envie que ce soit mon terrain qui me parle une fois que je serai dedans, donc ce qui rend toujours cet exercice un peu périlleux, quoi, d'en parler avant d'y être. Je parlais d'agentivité animale. Ce qui va me permettre de pousser un peu ça, c'est les biographies animales, qui correspondent en fait aux biographies humaines, mais essayer de retracer, non pas à travers le vocabulaire des animaux, parce que on s'entend que la communication est relativement limitée, mais il y a des choses à produire et qui ont déjà été produites d'ailleurs,
dans comprendre d'où viennent les animaux, comment est-ce qu'ils sont catégorisés, comment les espèces sont créées, à partir de quoi, qu'est-ce que ça fait dans leur mise en espace dans des abattoirs spécifiques, toute une série de questions comme ça qui peuvent être répondues, j'allais dire, en tout cas investiguées par cette méthode de la biographie animale. Évidemment, on a un peu le triptyque classique aussi pour la triangularisation des données, l'observation participante, les entretiens semi-directifs, des récits de vie un peu plus longs aussi pour essayer de me perdre dans des questions plus générales. Puis le document des organisations, les documents des organisations, pardon, donc affiches, tracts, comptes rendus, tout ce qui peut être utile pour l'utilisation de NVivo avec une analyse thématique. En fait, ce que j'essaie de mettre en lumière à travers toute cette méthodologie-là, et c'est un peu ce que j'ai essayé de décrire plus haut, mais c'est quelle interprétation font les militantes des effets de la répression sur leur politisation? Puis ça, c'est une question que je vais essayer de creuser un peu dans les axes que je vous présente maintenant. Ok, donc axe 1, la répression policière et le sentiment d'injustice qu'elle provoque permet la constitution d'un eux versus nous, qui permet aux animalistes de fonder un groupe solide en identifiant un ennemi, donc en l'occurrence l'État, les actions policières, les agro-industriels. Ça, je vais complètement utiliser les notions de profilage politique pour voir comment est-ce que cette sensation en fait d'être pris pour cible va agir à la fois sur les individus, sur les trajectoires individuelles, mais aussi sur les trajectoires des organisations dont sont composés les individus. Mon axe 2, c'est donc les différences de répression dans les choix d'action des animalistes. Donc, on a par exemple, c'est pas du tout la même chose de montrer des vidéos de ce qui se passe dans des abattoirs dans une rue versus aller faire des blocages dans des abattoirs. C'est pas la même chose en termes de ce qui nous attend comme répression. Et on sent bien que quand on va juste montrer des vidéos, même si elles sont trash, même si elles sont gore dans la rue, on va pas se manger la même pression policière qu'on peut se manger quand on va choisir d'autres cibles, même si on reste dans le légalisme, donc pas forcément dans les blocages d'abattoirs, mais juste par exemple si on va faire la même chose mais devant un abattoir. À mon avis, ça c'est mon terrain qui le montrera, mais la répression se fait de manière différenciée. Et cette différence-là permet aux activistes de faire le lien entre l'exploitation animale et des cadres de production capitaliste. Donc, dans des abattoirs, là où il y a des intérêts généraux plus évidents, il va y avoir une répression différenciée et donc les animalistes vont se politiser en fonction de ça. Puisqu'ils vont prendre une direction ou une autre en fonction de ce qu'ils choisissent comme action. De fait, il va y avoir une politisation puisque des choix à effectuer dans un rapport de force plus général. Et puis, finalement, l'observation des modalités différenciées de la répression sur les membres de la mobilisation à partir de catégories sociales, donc le classique genre, classe, race, espèce. Espèce, j'avoue, un peu moins classique, mais disons à construire. Ça permet aux activistes de prendre en compte dans leur combat d'autres discriminations. On le sent bien, en fait, si, par exemple, sa camarade femme risque les mêmes choses par rapport à la répression policière, ou si son camarade racisé va avoir une interaction spécifique. On le sent, en fait, comme personne qui est mobilisée pour l'animalisme. Et donc, ça joue aussi dans notre rapport à la politique de manière générale. Voilà, donc c'était le fond de ma présentation. Et puis, simplement, je me rends compte, pour bien comprendre mes 3 axes, qu'il faut vous rappeler, genre un peu comme pour partir avec à la maison, que dans ma question de recherche, quand je posais la question de comment les militantes comprennent la répression et comment elles vont lier cette compréhension à leur politisation, quand je parle de politisation, en fait, je parle vraiment d'une manière de ratifier et ou de lutter contre un ordre en place. Donc vraiment une conscience qu'il y a des rapports de force qui structurent la société, que l'animalisme n'est pas une lutte qui se situe en dehors d'elle, mais à l'intérieur d'elle, et que de fait, décider de ne pas s'inscrire dans le champ politique, c'est déjà un mouvement politique. Puis du coup, j'aimerais comme essayer de creuser cette contradiction inhérente que je vois au mouvement. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Lucas. C'était super. Je connaissais un peu certaines législations à gag aux États-Unis, mais je ne connaissais pas ce qui s'est passé au Canada du tout. Je suis allée voir un peu la justification, le danger d'exposer des animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de le contaminer. Ouais, c'est fascinant comment on essaie de réprimer en fait tous les mouvements qui essaient d'exposer la souffrance des animaux dans les conditions où on les consomme en ce moment, on peut dire. On a terminé les présentations et puis on vient d'arrêter l'enregistrement.